Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on fait un commentaire sur les résultats de BNP Paribas, qui sont tout simplement très bons ici. Donc, BNP a publié ses résultats, je pense, le 29 du mois de juillet 2022. Donc, ici, on va essayer de les apprécier afin de voir si ce qu'on avait dit ici au mois d'avril est toujours d'actualité. Donc, on va aller rapidement. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je vous encourage vivement à lire les rapports financiers avant d'investir. Ne vous limitez pas uniquement aux états financiers. Les états financiers vous permettent de filtrer rapidement les entreprises intéressantes par rapport à celles qui ne le sont pas du tout, d'accord? Afin de pouvoir gagner du temps. Également, ça vous permet également de pouvoir évaluer l'entreprise rapidement. Mais pour aller plus en profondeur, il faut lire les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a des revenus croissants? Pourquoi est-ce qu'on a des marges qui sont stables? Pourquoi est-ce que le management pense qu'on aura des revenus à peu près croissants dans le futur? Quelle est la taille du marché? Ce genre de questions-là, vous ne pouvez pas y répondre en regardant juste des chiffres. OK? Donc, la vidéo que j'ai fait le 10 du mois d'avril 2022 concernant BNP Paribas était assez complète. Moi-même, j'étais surpris d'entendre cela. Je me suis dit, qui a raconté ce genre de choses sur la vidéo? Donc, je suis assez surpris pas de la qualité de la vidéo parce que ça serait, franchement, c'est même prétentieux de le dire parce qu'à la fin de la journée, on parle que des chiffres ici. Donc, ici, je suis passé partout. Je vous ai montré le book value, le non-performing loan. On a parlé du CET1 ratio, le tier 1 capital ratio, etc. Et je vous ai dit à quel point il était important. D'accord? Donc, ce sont des métriques à suivre. Quand on vous parle de banque ici, la première chose que vous devez regarder, premièrement, c'est quoi le book value? C'est quoi le return on equity? C'est quoi généralement le CET, le Tier 1 Capital Ratio? C'est quoi le non-performing loan par rapport au total des loans? Donc, les actifs, les créances douteuses par rapport au total des créances, d'accord? Donc, ce sont des informations à aller regarder. Donc, généralement, pour évaluer une banque, c'est très facile. Vous avez juste à aller regarder le tangible book value par rapport au prix actuel et vous avez la valorisation de la compagnie. D'accord? Donc, il faut faire attention également dans le sens où ces entreprises-là, le risque est dans les rapports financiers. D'accord? Il faut privilégier les banques qui ont l'habitude d'augmenter leur tangible book value, comme par exemple BNP. Sur cette vidéo, si vous voyez la ligne en bleu, c'est le tangible book value, donc les actifs tangibles par action, enfin, donc les actifs tangibles ici, ils ont tendance à augmenter, c'est une ligne droite. Ça veut dire que année après année, BNP augmente ses actifs financiers, d'accord? Et c'est grâce à ces actifs financiers-là qu'elle arrive à générer encore plus de bénéfices nets, d'accord? Donc, elle devient de plus en plus grosse, ok? Donc, c'est une bonne chose. On ne veut pas des tangible book value en dents de scie, d'accord? On les veut croissants, une véritable ligne droite année après année, d'accord? Mais attention, ils ont également tendance à diminuer. C'est pour ça, généralement, qu'il faut faire attention quand vous essayez de faire l'acquisition d'une banque, achetez-la par rapport à la valorisation, par rapport à ses actifs tangibles nets par action, tout en sachant que ça peut diminuer. Donc, il faut généralement l'acheter à ce niveau. Donc, si les actifs tangibles nets par action sont de 60 euros, achetez-la à 60 euros maximum. OK? Parce que tout ce qui va suivre après, tout le reste, ça sera que du bénéfice. Vous voyez ici qu'en 2009-2008, ici, il y a des gens qui ont acheté BNP Paribas à 2,5 fois les actifs tangibles par action. Il ne faut pas être surpris par rapport à ce qui est arrivé après. Vous remarquez que ça, c'est la crise de subprime est passée par là. Et à un moment donné, aux environs de 2009, elle se négociait à presque à la moitié de ses actifs tangibles par action. D'accord? On pouvait comprendre que l'année a été difficile entre 2008-2009. C'est vrai également qu'il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport aux actifs même des banques. Mais depuis cette période-là, les actifs tangibles par action sont quittés à peu près de 40 dollars, 40 euros l'action, à près de 80 euros en date d'aujourd'hui. Donc, c'est cette ligne-là qu'il faut surveiller. D'accord? Donc, ici, la dernière fois qu'on a fait la vidéo, cette entreprise s'est négociée à peu près à 54% de ses actifs tangibles par action ici. Et on avait estimé que même si les actifs tangibles par action à peu près ici avaient une valorisation de 88 euros 44, nous, on ne va pas l'acheter à 88 44. On va déduire les actifs non performants de ce montant-là. Et les actifs non performants représentaient à peu près 26% des actifs de l'équité totale. Donc, quand on enlève le 26% en question, donc 22,7% en réalité, quand on enlève ce montant-là, il nous reste à peu près 68,70 euros. Donc, la valeur de l'entreprise était aux alentours de 68,70 euros. OK? Donc, mon avis n'a pas changé par rapport à la dernière fois, d'accord? C'est sûr qu'il y aura quelques ajustements mineurs, mais franchement, ça ne sert même à rien de le mentionner ici, d'accord? Donc, je pense que cette entreprise est toujours une opportunité d'investissement.
à cela, pour ne pas juste se limiter à ça, on va essayer de voir ici par rapport à cette information. Si ça reste des news ici, c'est une brève. Donc, ce ne sont pas les rapports financiers parce que en réalité, les rapports financiers, vous allez aller, c'est près de, je pense ici, on a près de 95, donc ça c'est même la présentation. On a 95 pages ici, ici on a 41 pages à lire avec attention. Soulignez ce que vous ne comprenez pas, allez faire la recherche. C'est comme ça qu'on apprend. Vous pouvez vous payer la meilleure formation au monde pour apprendre à investir, mais si vous ne pratiquez pas, vous ne serez jamais de bons investisseurs. OK? Il faut pratiquer. N'ayez pas peur du nombre de pages. Au fur et à mesure que vous commencez à lire, ça va rapidement. Et en plus, c'est en français. Imaginez si vous devez le faire en anglais. D'accord? Donc, par rapport aux banques, le CET1 ratio, il doit être supérieur à 8%. C'est une note réglementaire ici, donc c'est la BCE qui l'exige. Ici, on a 12,2%. C'est déjà bien. C'est-à-dire que par rapport à tous les actifs que l'entreprise a présentement, les actifs liquides ici représentent à peu près 12%. Plus c'est élevé, mieux c'est. C'est-à-dire que si elle devrait les vendre ici à un prix, voilà, à leur juste valeur, elle pourrait retirer au moins 12% de la totalité de ses actifs en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est assez stable. OK? Donc, ce genre d'éléments que vous devez aller regarder, le return on equity. Donc, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas lu la totalité de cette brève-ci, d'accord? Parce que tout simplement, je dois également me concentrer sur les entreprises que j'ai en portefeuille, ok? Donc, ici, les résultats sont bons, mais il faut les décortiquer. Pour ceux qui investissent dans les banques, moi, je n'y investis pas du tout et je n'ai pas l'intention d'acheter des compagnies bancaires parce que je dors mal la nuit, parce que j'ai toujours l'impression de manquer quelque chose. Mais ça, c'est juste moi. Je ne dis pas que on est tous des investisseurs différents. Il y a certaines personnes qui ont une compréhension plus facile de ce genre de compagnie-ci. Et ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas c'est pas parce que je ne comprends pas ces entreprises-ci. C'est même pas que je ne comprends pas. C'est pas parce que je n'y investis pas que vous n'allez pas y investir. D'accord? Donc, quand on revient au niveau des rapports financiers ici, on va juste lire cette note-ci. Donc, BNP signe un bon deuxième trimestre et fait des réserves pour les temps difficiles. BNP Paribas a confirmé son bon début d'année en dégageant des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre porté par les performances de l'ensemble de ses activités. La banque a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 9,1% au deuxième trimestre à 3,18 milliards d'euros. Hors élément exceptionnel, le résultat a augmenté de près de 19% par rapport au niveau déjà élevé du deuxième trimestre 2021. Les analystes s'attendaient en moyenne à un résultat net de 2,81 milliards d'euros selon le consensus FactSet. La période faste qui a suivi la sortie de crise sanitaire a donné au groupe des marges de manœuvre pour augmenter ses réserves et se préparer au ralentissement attendu de l'économie dans un contexte d'inflation élevée, de hausse des taux d'intérêt et de difficultés liées à la guerre en Ukraine. Les mots sont importants. Beaucoup de gens pensent ici que les taux d'intérêt auront un effet négatif sur les banques. Oui, c'est vrai, mais elles auront également un effet négatif, pas juste positif, ok? Dans le sens où quand les taux d'intérêt augmentent, il y a moins de personnes qui viennent emprunter de l'argent, d'accord? Ça réduit les volumes. C'est sûr que pour le peu qui reste, les rendements sont plus élevés pour les banques, surtout pour celles qui ont des dépôts énormes, non pour les banques, je pense les banques au détail. Donc, vous voyez le genre de banques dans lesquelles vous allez déposer de l'argent, des choses comme ça, celles qui ont beaucoup d'actifs, qui ont beaucoup d'actifs financiers en cash liés au dépôt de leurs clients, ok? Donc, c'est celles-là qui peuvent mieux s'en sortir dans le sens où en fait, quand vous allez déposer votre argent à la banque, elle vous rémunère avec des taux d'intérêt vraiment négligeables. C'est 1% ou même moins de 1% ici. D'accord? Et quand les taux d'intérêt augmentent, cet argent-là, elle peut le prendre et le prêter. C'est même ce qu'elle fait. Elle le prend et le prête à quelqu'un d'autre à des taux d'intérêt plus élevés, peut-être 5 à 6 fois plus élevés que ce que vous, on vous donne. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive à faire de l'argent avec votre argent. Bon, c'est une façon caricaturale de raconter les choses. D'accord? Donc, le résultat du trimestre intègre 111 millions d'euros de provisions supplémentaires pour absorber de potentiels défauts de paiement de la part des clients. C'est surtout le niveau des défauts de paiement qui est important. Regardez bien les non-performing loans. C'est important. Avec les sommes déjà mises de côté pendant la pandémie, la banque dispose désormais d'un matelas de sécurité de 1,5 milliard d'euros déjà intégré à ses comptes, ce qui signifie qu'elle pourrait constater des mauvaises créances d'un tel montant sans que ses résultats en pâtissent. Ces nouvelles provisions ont fait légèrement remonter le coût du risque par rapport au début d'année à 33 points de base des encours de crédit. Il est toutefois plus faible qu'il y a un an à 38 points de base. Quand on dit point de base, c'est 0,38.
D'accord, 33, c'est 0,33%. Et loin des niveaux observés au début de la pandémie. En légère baisse par rapport à la fin de mars, moins 20 points de base, d'accord, donc moins 0,2%. Le ratio de solvabilité CET1 reste par ailleurs largement supérieur aux exigences réglementaires à 12,2% des actifs pondérés. Je vous ai dit ici que le CET1 doit être supérieur au moins à 8%, d'accord, c'est la règle. D'accord. Si vous êtes plus élevé que ça, tant mieux. Et sur les vidéos, quand on parlait de Crédit Agricole, BNP, Société Générale, je vous avais montré un document qui venait de la BCE ici par rapport à cette information. Donc, allez regarder ces vidéos-là si vous voulez apprendre un peu plus sur comment évaluer les banques. Vous pouvez aller plus loin parce qu'à la fin de la journée, je ne pense pas. Je pense que c'est déjà un bon début par rapport à l'évaluation des banques. D'accord. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas ça. Donc, ici, on continue. Reflétant le niveau soutenu de l'activité, le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, s'inscrit en hausse de 8,5% au trimestre écoulé à 12,78 milliards d'euros contre un consensus de 12,38 milliards d'euros. Les revenus ont été tirés par une hausse de 8,1% des encours de crédit et par la remontée des taux. Oui, donc les remontées des taux, c'est une bonne chose. Parfait. Donc, la division commerciale Personal Banking and Services, qui regroupe la banque de détail, les services spécialisés, a dégagé une croissance de 11,1% à 7,18 milliards d'euros. Les revenus d'intérêt ont cru de 8% et les commissions ont augmenté de 6%. La banque de financement et d'investissement a également vu ses revenus progresser de 10,6% au deuxième trimestre grâce à des gains de part de marché et des effets périmètres favorables. La croissance attendez, donnez-moi un instant. La croissance à change et périmètre constant est de 5,6%. Cette performance a été tirée par les activités de marché, plus 15,3%, et par les services titres, plus 16%. Pour l'ensemble du premier semestre, BNP Paribas affiche un résultat net en hausse de 13% à 5,29 milliards d'euros et un PNB en progression de 10%. Donc ici, on revient ici en progression de 10% à 26 milliards d'euros. Donc, grosso modo, les résultats sont bons. Le produit net bancaire augmente, les bénéfices nets augmentent. OK? Donc, on voit ici que les taux d'intérêt ont un effet positif sur la compagnie, mais également, on se protège par rapport au risque de défaut à venir. Donc, la banque est de plus en plus solide. OK? Donc, je vous ai dit ici, et je le réitère, je pense que BNP est toujours une bonne affaire, même au prix actuel. Donc, comme je vous l'ai mentionné, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo aussi. La valorisation reste à 68-70 ici, d'accord? Je ne le change pas du tout. Et quand on va regarder les rapports financiers ici, enfin pas les rapports financiers ici, quand on va regarder l'état du dividende ici, donc tout en espérant que le dividende actuel reste le même, hein. Donc ici on a 8% de rendement en date d'aujourd'hui. Est-ce que ce 8% de rendement là, il est safe? C'est la première chose ici. Donc nous avons une banque ici qui a la capacité, qui paye à peu près un dividende. Je vais juste aller voir ça au niveau de Yahoo Finance ici. D'accord. Alors, on va mettre BNP Paribas parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le dividende. Moi, ici, tout ce que j'aime, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir repayer, à pouvoir générer des bénéfices nets de plus en plus croissants. Donc, quand on regarde ici sur Fastgraph, nous allons remarquer ici que les analystes s'attendent à ce que l'année 2022 soit bonne, que l'année 2023 soit un tout petit peu moins bonne que l'année 2022 parce que 2022 bénéficie encore de l'effet Covid, mais qu'on s'attend à une remontée en 2024. Personne n'a réellement de boule de cristal. C'est la raison pour laquelle quand vous essayez de faire l'acquisition d'une compagnie, vous l'achetez déjà par rapport à un prix inférieur à ce qu'elle a l'habitude d'avoir, à l'habitude de dégager à ce qu'elle a eu l'habitude de dégager dans le passé, d'accord? Tout en sachant qu'il pourrait avoir une croissance supplémentaire dans le futur, des marges nettes supplémentaires. Pour les banques, c'est facile. On l'achète en dessous du book value. D'accord? Ici, le book value est aux alentours de 88 euros, mais le book value, en prenant en considération les actifs non performants, est de 68,70 euros. D'accord? Donc ici, en achetant l'entreprise en date d'aujourd'hui, c'est pas le prix actuel, ça c'est en dollars américains, parce que ça c'est un ADR. Donc ici, ce que je veux juste remontrer ici, c'est juste les attentes des analystes ici. Et faites également attention aux attentes des analystes. Donc, par rapport au prix actuel qui est en euros ici à 46 euros, on a une opportunité d'investissement. Mais n'oubliez pas également que en période difficile, on pourrait peut-être réduire également ce dividende-là. Donc, c'est le dividende ici qu'on était en train de rechercher au niveau de Yahoo Finance. Je vais juste aller vérifier quel est le niveau de dividende ici en euros en date d'aujourd'hui. Et on va essayer de voir ici le niveau de dividende en date d'aujourd'hui. Et on s'attend à 3,67$
par action, donc 3,67 ici, 3,67 € par action. Donc, je vais voir ici à peu près qu'est-ce que l'entreprise dégage généralement en termes de bénéfices nets en moyenne ici. Alors, on va prendre ici net profit. On a à peu près généralement aux alentours de... Voilà, à vue d'œil, on a 7 milliards par là. Donc, quand on paye ici à peu près 3 euros, quand on paye ici à peu près 3,67 € pour le dividende ici, on se situe à combien? Alors, où est-ce qu'il est? Le nombre d'actions ici, voilà, on est à peu près aux alentours de 4 milliards par là. Donc, presque plus de la moitié. Enfin, on est à peu près à 60% ici du payout ratio sur cette entreprise aussi. Je le fais de tête. Donc, à la fin de la journée, il nous reste à peu près 40% pour repayer la dette, pour racheter des actions, etc. Donc, ici, est-ce qu'elle rachète également des actions? On va juste regarder ça ici. Est-ce que nous avons une banque qui rachète des actions? Non, elle ne rachète pas d'actions. Mais ce nombre d'actions-là augmente, mais il faudrait savoir pourquoi. Peut-être parce qu'elle fait des acquisitions ici. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ce que je vois présentement. Je pense que on continue. Cette entreprise-ci, on a au moins la garantie que les bénéfices nets dans le futur seront au moins aux alentours de 7 milliards si tout continue à bien se passer, d'accord? Je suis bien content de savoir qu'elle augmente son coussin de sécurité ici afin de se protéger dans le futur. Oui, le dividende ici il est de 7,98%, d'accord? Est-ce qu'il est safe? Au prix actuel, il est safe, mais également les banques ont tendance, si on arrive en période compliquée ici et qu'elle sent qu'il est primordial de couper le dividende pour pouvoir économiser de l'argent, elle va le faire. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Surtout si je sais que mon prix d'acquisition est déjà bon et que la coupe du dividende est uniquement liée à une situation temporaire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. D'accord? Donc ici, je dirais que ce dividende-ci, il est safe, mais il faut toujours le prendre avec des pincettes. D'accord? Donc je ne sais pas depuis combien de temps ils versent leur dividende ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est depuis combien de temps elle peut au moins dégager des bénéfices de 7 milliards. Et ici, ça court au moins depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, on va se limiter ici. On va se dire qu'on aime bien ce qu'on voit, d'accord? C'est une activité assez compliquée. Vous pouvez le voir ici que les revenus ici ont tendance à être à peu près stables, d'accord? Donc, c'est pas un business qui est facile à gérer, mais quand l'entreprise dégage des profits, elle peut vous rémunérer, surtout si vous achetez l'entreprise à un très très bon prix, d'accord? Donc, dividende safe, prix ici aux alentours de 68 € ici, la valeur aux alentours de 68 € ici, je vous ai dit pourquoi. Donc, le prix actuel représente une opportunité d'investissement également pour ceux qui aiment les dividendes. Donc, vous pouvez avoir la croissance du prix, d'accord? Donc, le différence entre la valeur et le prix ici, ainsi que le dividende pour vous faire pendant que vous patientez. Tout en sachant qu'en période difficile, elle peut le couper. Maintenant, est-ce que moi, je peux vous dire que la période actuelle ou bien la période à venir est difficile? Il y a de bonnes chances que la période actuelle soit une période compliquée. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que l'entreprise a les reins solides pour pouvoir résister à cette période compliquée. Et la réponse est tout simplement oui. Vous voyez ici la note ici par rapport la note ici à Standard & Poor's est de A+, c'est-à-dire qu'on fait partie du summum parmi les meilleures entreprises, enfin, pas le summum du summum, on fait partie des meilleurs, c'est la meilleure c'est parmi pas la meilleure notation, mais c'est le haut, pas le maximum, mais c'est... Je voulais dire le haut du palier en termes de notation. Donc, je vais juste regarder ça ici. Tout ce qui est pour les banques, tout ce qui est aux alentours de A et plus est bon. Une banque qui a une notation aux alentours de B, faites attention. Ce n'est pas bon du tout. Les banques, c'est A ou rien d'autre. Que ce soit A-, A+, triple A, c'est correct. Mais si on est déjà aux alentours de B et tout le reste, ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Donc, il faut aller regarder ça en profondeur. Donc ici, on va se limiter là. BNP, le prix est bon, d'accord? On a un potentiel, voilà, on a une opportunité d'investissement ici aujourd'hui, sur le plan quantitatif, bien sûr. Donc, lisez vos rapports financiers, prenez les rapports financiers semestriels ici, allez les décortiquer petit à petit, d'accord, afin de pouvoir investir avec conviction. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Et comme je vous l'ai mentionné ici, ces deux vidéos sont d'actualité. Donc, si vous voulez retrouver cette vidéo-ci, vous allez sur la page de la chaîne, vous allez à l'onglet recherche ici et vous allez taper le nom. Sinon, vous pouvez taper ici BNP Paribas et vous mettez à côté Top Invest. Je pense que vous allez retrouver la vidéo. Par exemple, si je fais ça ici, BNP Paribas, je copie, je viens ici, je colle et je mets à côté Top Invest. Donc, on valide. Et boum, si j'ai parlé de cette entreprise-là, vous allez la voir apparaître ici et pour toutes les autres, sans exception ici. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.